Dans cette vidéo, nous allons repartir sur le dossier Step 6 et nous allons continuer à étudier la propriété Flex de Flexbox. Je suis donc ici dans le dossier Step 6, j'ai ouvert le fichier index.html. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, vous lancez Open with Live Server, donc je le fais ici. Il va m'ouvrir la page dans un navigateur. Je fais apparaître avec F12 l'outil de développement et je suis prêt à travailler. Nous allons légèrement modifier notre fichier HTML afin d'avoir des contenus de taille plus réduite. Alors ici, ce morceau de texte, ici, je vais le remplacer par ceci. Au niveau de l'image, je vais prendre celle qui fait 180 pixels de large pour avoir moins d'espace à lui donner. Et je vais aussi remplacer ce mot très long sans espace par une autre chaîne de caractères, comme ceci. Et j'enregistre. Donc je retourne voir ce qui se passe. Maintenant, j'ai des colonnes qui seront plus faciles à gérer, on va dire, au niveau de leur contenu. Je retourne vérifier que je travaille bien avec les valeurs par défaut au niveau du CSS. Donc j'ai bien Flex Wrap No Wrap et j'ai aussi Flex 01 Auto. Je reviens dans le code HTML et je vais temporairement invalider le chargement de la feuille de style Bootstrap. Donc je clique ici, je fais CTRL/ pour introduire un commentaire HTML et ma feuille Bootstrap ne se charge plus. Temporairement aussi, pour remplacer cette classe que j'avais entrée ici, qui ne va plus fonctionner, je vais juste rajouter une balise style et je vais répertorier les valeurs qui étaient données par la classe Bootstrap. Voilà, comme ceci. J'enregistre et c'est style et non pas stul. J'enregistre et si je reviens sur le site, normalement rien n'a changé. Mais Bootstrap n'est plus chargé. Je vous expliquerai pourquoi après. Je reviens dans le code CSS ici et maintenant je vais lui demander un flex basis de 180 pixels ici. Et bien sûr, j'efface ce commentaire pour l'instant, puisque ce n'est plus une valeur initiale. Comme ceci. J'enregistre et je reviens voir ce qui se passe. Voilà le résultat. Maintenant, je vais réduire la taille du viewport, comme ceci, pour être proche du débordement. Nous voyons ici qu'il me reste un espace très restreint avant que ça ne déborde et que ça se contracte. Donc je me mets juste ici en limite. Je reviens au niveau du code CSS. Et sur l'élément inner item, donc sur les 5 colonnes, je vais rajouter du padding. Et je mets une valeur par exemple de 10 pixels. Ça fera donc 20 pixels de chaque côté, multiplié par 5. Je vais donc introduire environ 100 pixels de padding sur l'ensemble de mes colonnes. J'enregistre, je retourne ici. Et voilà ce qui se passe. La taille de mes colonnes a visiblement augmenté. Je vois l'application du padding se faire dans les éléments. Je vois ici que je ne suis plus dans la zone proche du débordement, puisque je n'ai plus le petit espace ici à droite de la dernière colonne. Si j'augmente à nouveau la taille du viewport, je vois qu'ici je vais faire apparaître voilà, à ce niveau-là le débordement. Donc la taille de mes éléments a augmenté. Si je veux remédier à cela et faire en sorte que le padding ne perturbe pas le calcul de la taille de mes éléments, je peux introduire une commande CSS qui a été introduite dans la version CSS 3 qui s'appelle le box sizing. Je retourne donc au niveau du code CSS et toujours au niveau de mon élément de classe inner item, je vais rajouter ici la déclaration box sizing avec la valeur border box. C'est-à-dire que maintenant, pour le calcul de la taille de l'élément, le padding ainsi que le contour sera pris en compte. Et donc la taille des éléments ne sera pas augmentée si vous rajoutez une valeur de padding, ce qui n'est pas forcément prévisible au niveau des conséquences que cela peut engendrer. J'enregistre le code CSS, je retourne sur la page, et là je vois que mes éléments ont réduit. Vous voyez que l'espace ici supplémentaire est plus important. Et si je réduis en bordure du débordement, je me retrouve là où j'étais tout à l'heure. J'étais à 1222 à peu près, ou un truc comme ça. Donc je vois que maintenant que le padding s'applique, la taille globale de mes éléments n'a pas changé. Alors je vous ai montré ça parce que ça peut vous
jouer des pièges, d'autant plus que Bootstrap, lui, par défaut, il utilise cette valeur. C'est pour ça que je l'ai invalidé au départ. Il utilise la propriété box sizing avec la valeur border box au niveau d'une règle reset. C'est ce que nous allons voir en réactivant Bootstrap. Alors je reviens ici au niveau du code. Donc maintenant qu'on a compris, je peux supprimer ici cette valeur. J'enregistre. Donc là, ça va se réétendre, c'est pas grave. Je reviens au niveau de l'HTML. Je vais réactiver Bootstrap. Donc ici, je fais CTRL/ pour enlever le commentaire HTML. Là, je peux enlever la balise style que j'avais rajoutée pour compenser la disparition de la classe Bootstrap. J'enregistre. Et si je reviens, ici, je retrouve la même situation où j'ai un débordement possible. Et si nous examinons le CSS, alors je vais le trouver normalement, je prends, je pense, n'importe quel élément que j'inspecte. Voilà, vous voyez ici, nous avons une propriété box sizing avec la valeur border box. Et ça, c'est donné ici, vous voyez, reboot.scss. Et ça, c'est un fichier qui est apporté par Bootstrap. Donc, méfiez-vous, lorsque vous utilisez Bootstrap, par défaut, il utilise un fichier reboot.css pour réinitialiser les valeurs par défaut des navigateurs. Et parmi ces réinitialisations, il y a bien la propriété box sizing égale border box. Si vous faites des choses avec Bootstrap, tout marche bien, et puis un jour vous le transposez dans un contexte où Bootstrap n'est pas chargé, ça risque de tout s'effondrer parce que vous n'aurez pas prévu de rajouter cette règle CSS box sizing. Je voulais vraiment faire cette distinction parce que c'est très important à prendre en compte. Avant de terminer cette vidéo en examinant une particularité de la propriété Flex Basis, je voulais une nouvelle fois vous rappeler que dans ce tutoriel, je n'ai pas cherché à explorer toutes les particularités et tous les réglages de Flexbox, étant donné qu'il y a une pléthore de propriétés et de réglages et que la plupart sont assez simples à comprendre. Je voulais simplement m'attarder sur les propriétés et les concepts qui étaient plus difficiles à comprendre et à utiliser et aussi plus difficiles à expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai tenté de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous donnera des éléments pour mieux comprendre Flexbox. Alors je vous invite éventuellement, et je pense que vous l'avez déjà fait, à consulter d'autres tutoriels sur Flexbox pour avoir une vision d'ensemble de toutes les propriétés possibles. Je peux vous renvoyer sur w3schools.com lorsque vous voulez étudier une propriété. Par exemple, ici, nous sommes positionnés sur la page consacrée à la propriété Justify Content, qui règle l'alignement sur l'axe principal. Vous avez la propriété qui est décrite ici, et à chaque fois, en principe, vous avez une zone, vous pouvez faire des tests avec le bouton Play It, et si vous cliquez ici, vous obtenez une fenêtre où vous voyez les exemples de possibilités de cette commande. Par exemple, pour cette propriété, Justify Content, par défaut, on a une valeur Flex Start, c'est ce qui correspond à ce que nous avions nous tout à l'heure. Et si nous changeons la valeur, vous voyez le résultat qui s'affiche ici. Donc c'est simple à comprendre, vous pouvez expérimenter avec ceci. Si vous voulez voir une autre propriété, par exemple Align Items, qui va régir l'alignement sur l'axe secondaire, que l'axe secondaire, ça sera l'axe vertical dans le cas où nous avons Flex Direction avec la valeur de row. Voici, on vous explique. Et pareil, vous avez un bouton Play It. Donc je clique dessus et j'obtiens une fenêtre. Et là, vous pouvez faire des tests. Donc par défaut, il va avoir une valeur de stretch. Donc il va étendre sur toute la longueur de l'axe secondaire. Et ensuite, si vous changez la valeur, vous voyez le résultat qui s'affiche ici. Donc c'est facile à comprendre. Je n'ai pas voulu recréer des vidéos pour vous réexpliquer sans cesse la même chose. Ça, je vais le passer un peu sous silence. Une dernière propriété qu'on pourrait examiner, par exemple Order. Vous pouvez la chercher ici. Et là, vous avez à chaque fois, alors ici, il n'y a pas de Play It, mais il y a un bouton Try It. On vous présente une zone dans laquelle vous pouvez modifier le code. Alors il suffit de faire Run, je pense, là. Et après ici, donc on voit le CSS qui s'affiche en bas. Et par exemple, celui qui est rose, là, le pink, vous voyez qu'il a order 4. Si je change son order à 0, par exemple, et si je fais Run, voilà, vous voyez qu'il se met au début. Donc vous pouvez manipuler tout ça, je vous laisse éventuellement le regarder. Et donc pour terminer cette partie théorique, entre guillemets, nous allons examiner une propriété intéressante et surtout piégeuse de la propriété Flex Basis.
Pour faire ceci, je vais créer un dernier dossier. Donc je retourne dans le code ici, je vérifie que tout est enregistré, je ferme les fichiers, je fais réapparaître l'explorateur de fichiers ici et je vais dupliquer le dossier step 6, CTRL-C, CTRL-V et je le renomme en step 07. Et ça sera le dernier step de notre partie théorique. Je le renomme, je retourne ici, je ferme step 06, j'ouvre step 07. Je repasse ici dans le navigateur et je vais le fermer pour pouvoir le rouvrir avec le fichier qui est dans le dossier step 07. Donc, alors vous pouvez vérifier dans Visual Studio Code, ici il vous remet le chemin, c'est pratique parce que lorsque vous travaillez sur plusieurs dossiers, parfois c'est pas toujours facile à voir. Donc ici vous avez un rappel quand même, le breadcrumb qui vous donne le dossier. Je fais un clic droit, je lance Open with Live Server. Et je retrouve mon fichier. Je refais apparaître l'outil de développement. Je reviens dans le code. Et ici, je vais réduire mes éléments. Je vais supprimer l'image. Alors, je vais mettre la même quantité de texte partout. Je fais CTRL-C. Voilà, je fais ça. Et là, j'enlève l'image et je remplace par du texte. J'enregistre. Et maintenant, voilà, j'ai la même quantité de texte partout. J'ai des colonnes égales. Je vais même, puisque le rouge est un peu sombre ici, c'est un petit détail, mais donc le rouge est là, je vais un petit peu l'éclaircir. Voilà, comme ceci, j'enregistre. Voilà, ça va un petit marron. Maintenant, nous allons étudier la propriété Flex Basis. Pour mieux comprendre les manipulations que je vais faire devant vous, j'ai redisposé les fenêtres à l'écran afin d'afficher à la fois le code et le résultat de la page HTML. J'ai séparé aussi la fenêtre de Developer Tools et je peux éventuellement la faire apparaître si on a besoin de vérifier quelque chose dans le code. Donc je l'arrange sur l'écran de droite et maintenant je vais rétablir des valeurs par défaut pour que l'on soit dans une situation de départ. Ici la valeur de départ c'est auto. Je vais supprimer le padding pour qu'on ait des valeurs de largeur pure. Et ici aussi, nous avions un flex shrink à 3 qui traînait, donc je l'enlève, j'enregistre. Et maintenant, nous avons des colonnes qui s'affichent uniquement limitées à leur contenu. Au niveau de la propriété flex basis, c'est-à-dire la troisième valeur de notre propriété flex, nous pouvons utiliser une valeur qui est de 0. Si nous utilisons cette valeur de 0, il va calculer l'espace restant sans tenir compte de la taille de nos éléments. Ici, nous avons un élément, alors je vais mesurer la letterbox qui fait 928 pixels de large. Il va donc considérer que l'espace restant est 928 pixels si jamais je lui donne ici une valeur égale à 0. Donc je le fais, je mets 0. Il faut savoir aussi qu'il est conseillé de mettre une unité lorsque l'on met 0, car avec certaines versions de navigateur, il ne comprendrait pas cette valeur si elle ne contient aucune unité. Avec les navigateurs modernes, vous n'aurez pas de problème, mais si vous devez cibler des navigateurs un peu plus anciens, il est recommandé de mettre une unité. Donc j'enregistre et je vois que là, il a recalculé la taille de mes colonnes. Maintenant, si je change la valeur de FlexGrow à 1 ici, c'est-à-dire si je donne aux éléments la possibilité de s'étendre, j'enregistre. Et là, je vois que mes éléments s'étendent pour occuper tout l'espace restant. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est ce qu'on a déjà constaté par le passé. Je vais maintenant changer la valeur de Flex Basis à Auto. Je vais enregistrer. Et là, je ne vois aucun changement. C'est normal, étant donné que j'ai donné la possibilité à mes éléments de s'étendre. Mais la vraie différence va se voir si je fais une différenciation sur un élément. Par exemple, je vais prendre la première colonne. Et je vais lui dire, à travers la commande flex gros, je vais lui dire, tu peux t'étendre par exemple, on va dire 4 fois plus que les autres. Comme ça, on va faire une différence. Et j'enregistre. Alors maintenant, je vois ici une colonne numéro 1 qui est plus large que les autres. Ça se voit bien. Et c'est maintenant que nous allons arriver au bout de la démonstration. Si au niveau de flex basis, je reviens à 0%, donc une valeur de 0. Je vous rappelle que l'unité est recommandée par rapport aux anciens navigateurs. Et si j'enregistre, regardez bien, à ce moment-là, vous voyez que la colonne numéro 1 va grossir. On peut facilement expliquer ce qu'il s'est passé de la façon suivante.
Étant donné que nous avons une valeur de flex basis égale à 0, il va considérer tout l'espace de notre conteneur parent comme espace disponible. Et il va le répartir en fonction des proportions données par les valeurs de flex grow. Et pour l'élément numéro 1, cette valeur est 4. Donc ici, nous avons un conteneur qui fait 928 pixels. Il va donc répartir ces 928 pixels en donnant 4 fois plus de cette portion à notre premier élément. Si nous examinons les éléments, le premier il fait 464 pixels, le deuxième ainsi que tous les autres ils font 116. Si je divise 464 par 116, je vais obtenir 4. Démonstration. Donc nous avons bien le premier élément qui est 4 fois plus grand que tous les autres, étant donné que sa valeur de flex grow est égale à 4 par rapport à la valeur des autres qui est égale à 1. Maintenant, je vais revenir ici sur la valeur auto pour flex basis. J'enregistre et nous voyons une répartition différente. Alors, ce coup-ci, comment il a procédé? Étant donné que nous avons mis la valeur auto, il a pris en compte la taille initiale de nos éléments. C'est-à-dire que l'élément ici qui est constitué du texte lorem ipsum dolor, ça fait à peu près 140 pixels. Je l'ai mesuré hors caméra, donc vous pouvez me faire confiance. Il va donc multiplier 140 par 5, ça fait 700. Et il va les soustraire de la taille de mon conteneur principal qui fait 928. L'espace restant va être de 228 pixels à peu près. C'est l'espace à attribuer. Étant donné ensuite que la somme de nos éléments de répartition va faire 8, puisque nous en avons 4 ici, les 4 dernières colonnes qui ont un facteur de 1 pour le flex grow, et la colonne numéro 1 a un facteur de 4, ça fait 8 portions en tout. Ces 8 portions pour 228 pixels vont représenter chacune environ 28 pixels. Et si maintenant je prends un des 4 derniers éléments, c'est-à-dire par exemple celui-ci, je vois bien qu'il a une largeur de 168, ça représente donc 140 plus 28 à peu près, donc c'est bien ça. Il a attribué 1/8 de l'espace restant à cet élément parce qu'il avait un facteur de 1. Maintenant, l'élément numéro 1, la première colonne, ici, lui, il a un facteur gros de 4. Lui, il va se voir attribuer 4 portions. 4 portions de 28 pixels, ça représente 112 pixels. Et si je les rajoute à 140 pixels qui était sa valeur initiale, je vais bien avoir 252 pixels environ. Donc ça tombe juste, le compte est bon. Faites attention à cette valeur de flex basis qui peut paraître un peu anodine, elle peut avoir des conséquences importantes. Nous allons terminer cette vidéo en examinant quelques valeurs particulières de la propriété flex. Et vous remarquez sans doute que j'ai réorganisé une nouvelle fois mes fenêtres pour faire apparaître en plus les outils de développement du navigateur. Je retourne au niveau du code CSS, je vais supprimer ici le flex grow de 4 et je vais même aussi supprimer carrément la propriété flex. Donc nous n'avons plus de propriété flex, j'enregistre, mais par défaut vous savez qu'elle a utilisé la valeur 0, 1 auto. Ça nous ne pouvons pas le vérifier apparemment puisque je pense que ce sont les valeurs par défaut du navigateur. Ici, au niveau de l'examen du code, si je me positionne sur l'onglet Computed, je ne vais pas retrouver de propriétés flex. Parce que apparemment, ce sont les propriétés par défaut des navigateurs. Si maintenant, ici, je retourne ma valeur par défaut, et que j'enregistre, donc bien sûr, vous allez voir la règle qui s'applique ici, la règle que je viens de taper, et dans Computed, ici, il vous montre les valeurs que le navigateur a calculées. Donc flex grow 0, flex shrink 1 et flex basis auto. Bon, ils ne sont pas dans le même ordre, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, nous pouvons introduire des valeurs particulières. Par exemple, la première s'appelle initial. Ici, je peux entrer flex avec une valeur initiale. J'enregistre. Je vois ici qu'il me calcule des valeurs. Et ces valeurs correspondent aux valeurs par défaut. Vous voyez, gros 0, shrink 1 et basis auto. Donc initial, ça correspond aux valeurs par défaut. Ça revient à ne mettre aucune valeur, puisque c'est la valeur qui est déclarée par défaut dans le navigateur. Ensuite, nous pouvons déclarer une valeur qui s'appelle auto, comme ceci. J'enregistre.
Et là, maintenant, il va calculer les valeurs que vous voyez, c'est-à-dire le grow égale à 1, le shrink égale à 1, et le flex basis égale à auto. Là, ce sont les valeurs calculées. Au niveau de la règle de style, on la voit ici forcément puisque je l'ai rentrée, mais pour voir les valeurs, il faudrait que je déplie ici. Donc là, ça revient au même, en fait, on les a dans l'ordre. On peut les regarder ici, ça revient au même. Ensuite, nous avons une autre valeur qui s'appelle none. J'enregistre. Et cette valeur none, en fait, elle va calculer 0, 0 et auto. C'est-à-dire, on lui dira, tu ne peux pas t'étendre et tu ne peux pas te réduire. Et pour finir, nous avons une dernière valeur qu'il va falloir vraiment utiliser avec précaution. Cette valeur est représentée par un chiffre. Par exemple, si je mets flex 1 ici, et si j'enregistre, je vois qu'il a calculé flex grow 1, flex shrink 1, et maintenant flex basis 0%. Donc là, il faut faire très attention à ça. Si vous utilisez cette propriété avec cette forme-là, vous allez passer le flex de auto par défaut à 0%. Donc ça, il faut en être conscient, parce que ça peut avoir des répercussions sur votre design. Et pour terminer cette vidéo, je vais réparer une toute petite erreur. Je vous ai dit une bêtise il y a quelques instants. Lorsque nous avions supprimé la propriété, c'est-à-dire qu'ici, je ne déclare aucune propriété, je suis donc dans le contexte de la valeur par défaut, qui est, rappelez-vous pour flex, 0, 1, auto. Je vous avais dit qu'au niveau des éléments computel ici, on ne pouvait pas le voir. En fait, c'est faux. Parce que là, j'ai l'impression qu'il ne montre que les éléments qui sont calculés par rapport aux règles CSS qui ont été rajoutées. Mais si vous cliquez ici sur Show All, il va vous montrer toutes les propriétés CSS appliquées et donc les propriétés par défaut. Vous voyez qu'il y en a une myriade. Et si je descends vers Flex, voilà, je vais trouver ici les valeurs. On fait la différence entre les valeurs qui ont été changées comme font family, font size, parce qu'elles sont affichées en gras. Et les valeurs qui sont affichées normalement sont les valeurs par défaut. Donc nous voyons bien ici flex grow 0, flex shrink 1 et flex basis auto. Nous avons les valeurs par défaut. Je n'ai mis aucune valeur pour la propriété flex, mais il a récupéré les valeurs par défaut définies dans le navigateur. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Vous pourrez récupérer tous les fichiers qui ont servi ici dans les dossiers step 0 à step 07. Et maintenant, nous allons faire des exercices pratiques pour appliquer tout ça dans des cas concrets. Parce que là, nous avons vu la théorie, c'était un peu rébarbatif peut-être, mais il fallait en passer par là si on veut bien comprendre exactement comment fonctionne Flexbox. Donc je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes qui vont concerner des cas pratiques. A tout de suite.